Merci d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue donc pour cette deuxième session d'atelier sur les pratiques inspirantes où on va parler de budget participatif avec l'exemple du lycée Jacques Brel de La Courneuve. Donc on va passer 40 minutes ensemble avec un temps de présentation et puis un temps d'échange et de questions-réponses. Je vous rappelle que vos micros et vos caméras ont été coupés. On va vous demander de ne pas les réactiver pour simplifier la présentation et d'interagir donc principalement via le chat ou bien de lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Je vous rappelle également que cette session est enregistrée. Donc c'est aussi pour ça qu'on vous demande de pas activer vos caméras si vous ne voulez pas passer à l'écran. Et donc je vais tout de suite laisser la parole à notre intervenant Riem Boudjemaï, qui est professeur de SVT et référent développement durable au lycée Jacques Brel de La Courneuve. Bonjour Riem. Rebonjour Lise. Alors tout d'abord, est-ce que vous avez le droit de partage? Oui, c'est pour ça que je voulais pas redonner cette fois, comme ça je me fais pas avoir et hop, normalement c'est bon. Très bien. Bon, Super. bonjour à toutes et à tous et bonjour aux élèves. Je vois qu'on a des élèves de l'école Sainte-Geneviève, donc je suis ravi de m'adresser notamment à des élèves. Ça fait toujours plaisir de voir de l'engagement comme ça. Comme l'a dit Lise, je suis professeur de SVT dans un lycée de l'Académie de Créteil, qui est le lycée Jacques Brel de La Courneuve, situé en Seine-Saint-Denis. Et je suis aussi référent éducation au développement durable, ce qui signifie que je coordonne les actions menées dans mon établissement en termes de développement durable et que je pilote notamment les projets réalisés par les éco-délégués. Je vais vous parler aujourd'hui, cela dit, du budget participatif éducation et développement durable que j'ai mis en place dans mon établissement. Et je suis très heureux de mener ce projet à bien parce que les élèves y adhèrent beaucoup, il y a beaucoup d'engagement et cet enthousiasme me porte énormément. Donc, je vais commencer par vous parler des grandes lignes du projet et ensuite, je vous ferai un petit retour d'expérience sur une des étapes. Puis, je vous livrerai quelques conseils si jamais vous voulez mettre en place un tel projet dans votre établissement scolaire. Mais je tiens de prime abord à préciser que ce projet, il est en cours, il n'est pas terminé et donc que voilà, j'ai une légitimité pour parler de ce projet que son état d'avancement actuel. Voilà, il n'est pas terminé. Bon. Alors, les grandes lignes du projet. Pour commencer, le résumé en deux mots. Il s'agit de proposer aux éco-délégués et aux éco-volontaires de décider par eux-mêmes de l'attribution d'une partie du budget dévolu aux actions de développement durable dans l'établissement. Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, pour être plus précis, les élèves vont pouvoir proposer à l'occasion de différentes réunions, puis voter pour différents projets, pour financer différents projets dans une limite maximale de 1 500 euros. Et pour être encore plus précis, pour que les élèves de l'école primaire s'approprient encore plus de quoi je parle, les projets nécessitent de l'argent. Et pour pouvoir faire ces projets, il faut de l'argent. Et là, au lieu de décider nous-mêmes en tant qu'adultes de quel projet on met en place, eh ben, on vous demande à vous, les élèves, de dire quel projet on devrait faire avec cet argent. Donc, c'est à vous, les élèves, de décider précisément de la dépense de cet argent. Donc, on vous redonne un petit peu de pouvoir, en fait. Voilà. Alors, tout au long du processus, l'accent est mis sur l'éducation à la citoyenneté et aux enjeux développés, notamment sur la démocratie participative, évidemment, qui est un enjeu d'éducation à la citoyenneté fondamental. L'idée de ce projet, elle m'est venue à la lecture de la synthèse d'un rapport qui a été publié par la Défenseure des droits en 2020 et qui s'intitule « Prendre en compte la parole de l'enfant, un droit pour l'enfant, un devoir pour l'adulte » et qui préconise, chaque fois que cela est possible, de consulter et de prendre l'avis des enfants et des adolescents pour les décisions qui les concernent. Je me suis rendu compte en lisant ça, et ça m'a un peu heurté, que personnellement, je prenais de façon un peu arbitraire les décisions sur l'éducation au développement durable, mais aussi dans mon enseignement, sans forcément demander leur avis à mes élèves, alors que peut-être ils avaient quelque chose à dire, et ça m'a semblé important de changer ma façon de procéder. C'est alors qu'est venue cette idée de budget participatif. Alors, juste avant de poursuivre, quelques éléments de contexte pour que vous compreniez un petit peu depuis d'où je parle. Donc, mon établissement, le lycée général et technologique Jacques Brel, comporte 1000 élèves. Paradoxalement, c'est plutôt un petit lycée quand on se compare à d'autres établissements. Il est situé donc en Seine-Saint-Denis, dans une zone qui relève de l'action de la politique de la ville. Et nous récupérons des élèves provenant de 3 collèges REP+. Donc, on peut considérer qu'on est dans une zone plutôt sensible.
Il s'agit d'un établissement E3D, donc établissement en démarche de développement durable, labellisé au niveau 3, le plus haut niveau, expertise, car nous menons de nombreux projets d'éducation au développement durable, comme par exemple un rucher pédagogique, on a nos abeilles, on fait du miel, un potager pédagogique, ou encore le tri du papier. On fait beaucoup d'autres projets, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation. On a notamment mis en place donc, un référent éducation au développement durable, c'est moi, qui coordonne un petit peu les actions du développement durable. On a un référent pour le potager pédagogique, un référent pour le rucher pédagogique. On a des élèves éco-délégués. Les éco-délégués, ce sont des élèves qui sont élus. Il y en a un ou une par classe et qui portent l'information depuis moi, le référent, jusqu'aux autres élèves de leur classe, ou bien depuis les élèves de leur classe jusqu'à moi. Donc, ils font circuler les informations dans les deux sens. Et il y a aussi des élèves éco-volontaires. Ce n'est pas la même chose. Les élèves éco-volontaires, il peut y en avoir plusieurs par classe. J'ai même une classe où la moitié de la classe est éco-volontaire, parce qu'ils sont très, très engagés. Et ces éco-volontaires, c'est eux qui participent au projet. Donc, c'est eux qui vont mettre les mains dans la terre pour faire pousser les légumes. C'est eux qui vont mettre la combinaison pour aller au rucher. C'est eux qui vont étudier le tri du papier, etc. Ce n'est pas le même rôle éco-délégué et éco-volontaire. Toutes ces personnes, référents, éco-délégués, éco-volontaires, se retrouvent dans une instance, une réunion qui s'appelle le comité de pilotage et qui se réunit 2 à 3 fois par an pour faire le bilan et décider des orientations futures en termes d'éducation au développement durable. Voilà, c'était juste des éléments de contexte pour que vous puissiez voir qu'on a déjà pas mal de choses qui sont installées dans mon établissement et que c'est pour ça qu'on a pu se permettre d'aller au-delà avec ce projet de budget participatif. Alors, quels sont les objectifs de ce projet, justement? Étant professeur, je formule toujours les objectifs en termes d'apprentissage. Qu'est-ce que mes élèves vont apprendre concrètement dans cet événement, dans ce projet, pardon. Alors, dans un premier temps, on a évidemment une formation à l'éducation citoyenne et à la démocratie participative. La démocratie participative, c'est considéré par les chercheurs et chercheuses dans ce domaine-là comme, donc on parle de la science politique, hein, on parle du principal levier d'action en termes de démocratie participative. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais il existe différents types de démocratie. Nous, on est dans une démocratie principalement représentative. Le référendum, c'est un outil de démocratie directe. Et la démocratie participative, c'est un mode de démocratie qui permet d'impliquer beaucoup plus les citoyens, les usagers, les usagères dans le processus décisionnel en leur restituant une partie du pouvoir. Donc, c'est un très bon moyen d'action qui est développé dans de nombreuses collectivités comme les mairies et notamment la mairie de Paris qui met en place un budget participatif pour la deuxième session consécutive avec un budget très conséquent, ce qui est très intéressant. Évidemment, il y a une formation aussi à la gestion de projet. Je suis toujours en train de formuler les objectifs, hein. On est dans une formation à la gestion de projet. Les élèves peuvent proposer des projets. Et pour proposer des projets, il faut déjà faire un diagnostic. Avant d'aller proposer telle chose, on va s'assurer qu'elle n'est pas déjà mise en place ou on va s'assurer qu'on a vraiment besoin de ça. Et puis ensuite, ces projets vont devoir être mis en place. Donc, on est bien dans la pédagogie de projet. Il y a un entraînement, une formation à la prise de parole à l'oral, puisque les élèves vont devoir s'exprimer, argumenter, convaincre pour défendre leur projet. Il y a une formation évidemment à l'éducation au développement durable. En l'occurrence, dans le budget participatif que je mets en place, on est sur 2 thématiques principales qui sont climat, énergie et la biodiversité. Et évidemment, une formation au travail en groupe, à l'émulation et à la prise de confiance en soi, puisque les élèves, en portant des projets, vont évidemment développer cet aspect de leur personnalité. Alors, comment se déroule le projet? Ça se fait en différentes étapes. Il y a d'abord eu, donc là, je vais vous donner les différentes étapes du projet et après, je vais en détailler une. Il y a eu tout d'abord une première réunion qui a eu lieu le jeudi 11 février 2021, au cours de laquelle j'ai convié des éco-délégués et les éco-volontaires à venir écouter la proposition de projet de budget participatif. J'ai 20 élèves qui sont venus, c'est-à-dire 15 éco-délégués élus et à peu près 5-6 éco-volontaires. Je leur ai proposé ce projet de budget participatif et ils ont été très réceptifs. Donc là, c'est une très bonne chose. À l'issue de cette phase-là, je leur ai demandé de me proposer des projets. Donc, je leur ai donné un petit lien de Google Forms, un formulaire, pour pouvoir me soumettre, me proposer des projets à mettre au budget participatif. Les élèves l'ont fait. Je vous expliquerai tout à l'heure, ça n'a pas été si simple. C'est l'étape que je vais détailler justement. Et puis, dans un troisième temps, c'est là où je suis actuellement. Il s'agit maintenant de budgétiser ces projets, de définir combien ils coûtent, de les affiner, de voir s'ils sont recevables. Et puis ensuite, il y aura la phase de vote, une des plus intéressantes, dans laquelle
l'ensemble des acteurs de la communauté éducative, donc les élèves, mais aussi les personnels, et pourquoi pas les parents d'élèves. Moi, ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir votre retour sur cet aspect-là. Est-ce que ça peut être utile ou pas d'impliquer les parents dans ce vote? Pourront voter pour leur projet préféré. Et à l'issue de cette votation, on aura un classement des projets prioritaires et non prioritaires. Il s'agira ensuite d'attribuer le budget à chaque projet. Si le premier projet ne prend pas tout le budget, on peut retenir le deuxième, etc. Et puis ensuite, ces projets, il faudra les mettre en place. Donc, il y aura toute une partie opérationnelle par la suite. Voilà un peu les grandes étapes du projet. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'en suis dans la phase de budgétisation. Alors, petit retour d'expérience sur cette phase sur la deuxième phase, celle de proposition des projets. J'ai fait une erreur dans un premier temps, ça a été de demander aux élèves de budgétiser eux-mêmes les projets qu'ils me soumettaient. Mais ça, c'est très difficile pour des élèves, que ce soit des primaires ou des lycéens, c'est assez difficile pour eux d'estimer combien va coûter la rénovation de telle partie du lycée, combien va coûter la végétalisation, combien va coûter l'achat de t-shirts pour faire telle opération de promotion. C'est difficile pour eux. Donc, ça représentait un frein. C'est-à-dire que les élèves avaient des idées, mais ils n'osaient pas les soumettre parce qu'ils ne savaient pas combien ça coûtait et qu'ils avaient peur de donner un montant trop élevé et que derrière, on leur dise « ça ne va pas ». Du coup, il fallait lever ce frein. Donc, au bout de 2 semaines où je n'avais eu qu'une seule proposition de projet, j'ai retiré cette ligne de budgétisation et j'ai relancé mes éco-délégués co-volontaires en les informant que j'avais retiré cette ligne et qu'ils pouvaient désormais proposer des projets sans réfléchir à leur coût. Et qu'il ne fallait surtout pas s'auto-censurer, qu'il n'y avait pas de limite et que tous les projets étaient bons à entendre. Et alors, j'ai eu beaucoup plus de propositions. En l'occurrence, j'ai eu 8 propositions de projets, donc ce qui est pas mal du tout. Et d'ailleurs, je peux vous en citer quelques-unes. Donc, on a par exemple le fait d'installer une poubelle spéciale pour les masques dans le lycée de façon à recycler ces masques parce qu'il y a beaucoup de masques jetables qui se retrouvent par terre. Ça peut être très intéressant et ça peut être très facilement mis en place, notamment à l'école primaire. Clin d'œil à l'école Sainte-Geneviève. Réaliser l'installation d'un récupérateur d'eau de pluie, peut-être, pour pouvoir récupérer l'eau de pluie qui peut ensuite être utilisée pour arroser les plantes du potager. L'eau de pluie est très intéressante pour ce genre d'arrosage, d'irrigation. Et puis par ailleurs, ça permet de faire des économies d'eau. Financer du matériel pour une opération de lutte anti-gaspillage alimentaire à la cantine. Fleurir certaines terrasses du lycée. Alors, peut-être un arrêt sur ce projet-là. Ce projet-là, il m'a d'abord été présenté comme végétaliser le lycée. Mais végétaliser le lycée, ça présente un problème. Ce n'est pas un projet, c'est une idée en fait. Ce n'est pas du tout quelque chose de précis, d'opérationnel. Il y a donc eu un début de travail, mais qui n'est pas encore terminé, d'affinage de ce projet avec les élèves pour arriver à un projet beaucoup plus précis, opérationnel, comme végétaliser telle terrasse du lycée avec tel type de plante. Et à ce moment-là, on est capable de dire combien ça va coûter. Donc ça, c'est une partie importante de ce processus, c'est qu'il y a une partie d'affinage des projets, ce qui permet aussi aux élèves d'apprendre à faire la différence entre une vague idée et un projet très concret. Ça, c'est aussi très intéressant en termes d'éducation pour les élèves. J'ai eu une proposition de réaliser une fresque murale sur un des murs du lycée qui comporterait une zone d'affichage des informations relatives à l'éducation et au développement durable. Et aussi, ça c'est très intéressant aussi, des investissements pour consolider, renforcer, améliorer les projets déjà installés plutôt que de sans cesse lancer de nouveaux projets. C'est intéressant aussi. Bon, alors voilà, la suite de l'aventure, ça va être de budgétiser les projets. Là, je dois me poser la question de est-ce que tel projet est recevable? Ce point, peut-être, on pourra en discuter après dans la phase de questions-réponses parce qu'il est capital. Quel projet est recevable, quel projet n'est pas recevable? Est-ce que le chef d'établissement a son mot à dire ou pas? Est-ce que moi, je peux mettre un veto? On en parlera, si vous le voulez. Et cette budgétisation, le tri. Voilà. Bon, une fois que les projets seront affinés, on les soumettra au vote et ce sera parti pour la phase de vote. Alors, la suite de l'aventure, ça va être effectivement de mettre le vote et de mettre en place ces projets et il faudra essayer de les faire le plus vite possible. Quelques conseils, quelques points de vigilance pour celles et ceux qui souhaiteraient mettre en place de tels projets dans leur établissement. Il faut une équipe d'éco-délégués déjà opérationnelle, pas forcément une grande équipe d'éco-délégués, hein, ça peut être une petite équipe d'éco-délégués, mais voilà, il faut qu'il y ait déjà quelques élèves mobilisés. On ne peut pas partir de rien pour ce budget participatif. Attention à cette histoire de budgétisation. Je pense qu'il est plus intéressant de demander aux élèves dans un premier temps de ne pas budgétiser, sauf s'ils le souhaitent, puis de réaliser soi-même cette budgétisation.
dire aux élèves de ne pas se limiter, de ne pas s'auto-censurer et prendre en compte l'échelle temporelle de l'année pour essayer de finir avant les vacances d'été parce qu'il y a toujours cet aspect, cette contrainte dans l'année scolaire. Voilà, alors pour conclure, voilà en 2 mots les contours de mon projet qui permet du coup d'allier une éducation au développement durable avec une initiation à la démocratie participative, ce que je trouve particulièrement intéressant. Euh, pour moi, ce projet permet 3 choses principales. D'une part, de proposer aux éco-délégués quelque chose d'un petit peu nouveau qui sort de l'éternel potager pédagogique. Même si je ne vois pas de problème avec le potager pédagogique, tout le monde en a un et moi j'adore le faire, j'adore emmener les élèves jardiner. Mais ça n'empêche que si on veut aller un peu plus loin, eh ben, le budget participatif peut être quelque chose d'un petit peu innovant. Ça permet d'impliquer peut-être des collègues enseignants ou non enseignants qui ne sont pas forcément à l'aise avec les aspects techniques de jardinage, ce genre de choses, et qui préfèrent les aspects politiques, économiques, sociaux. Alors, ces enseignants peuvent porter ce genre de choses. Et par ailleurs, et c'est peut-être le plus important, ma foi, je m'arrêterai là-dessus, ça permet de redonner aux élèves non pas juste la parole, mais aussi une partie du pouvoir décisionnaire dans des établissements où ils sont finalement les principaux usagers. Et ça me semble fondamental. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je me tiens prêt à répondre à vos questions et j'ai hâte d'échanger avec vous sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Riem. Alors, on a une première question, mais alors juste avant de les traiter, je vous mets un petit lien dans le chat. Je vous invite à me rejoindre sur cette page. On va passer sur Mural qui permet en fait de faire, on va construire un petit nuage de mots ensemble en fonction de ce que vous inspire cette pratique. Donc vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête après cette présentation. Et puis Riem, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à réagir dessus quand vous le souhaitez. Très bien, avec plaisir. Et puis on pourra lancer les questions un petit peu en même temps une fois que les premiers post-it seront mis, histoire de pas perdre de temps et de pouvoir les traiter. Alors peut-être justement le temps que les premiers s'écrivent, je vous propose de répondre à la première question. Et donc on nous demande à partir de quel budget global peut-on organiser un budget participatif dans son établissement? Alors, c'est une très bonne question. Donc, qui interroge sur le premier élément fondamental. Il y en a 2 de la mise en place du budget participatif. Pour pouvoir mettre en place un budget participatif, il faut déjà un budget. Donc ça, c'est clair. Si on n'a pas l'argent nécessaire, ce n'est pas possible de mettre ça en place. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je comprends la question. Je pense que il faut commencer par expérimenter avec un petit montant. Donc, je me permets de commencer avec ce montant de 1 500 € parce que cette année, je n'ai pas énormément de dépenses à réaliser en termes de projets de développement durable. Mais commencer avec un petit montant, ça peut tout à fait se faire avec un budget de 200 €. Pour moi, un budget de 200 €, c'est déjà ça. Donc, il ne faut pas se censurer parce que le budget est modeste. D'accord ? Donc, il n'y a pas de limite. C'est une première façon dont je comprends cette question. Il n'y a pas de limite basse à ce budget. D'accord ? Un budget de 100 €, un budget de 200 €, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Le plus important, c'est finalement d'aller demander leur avis aux élèves sur la façon dont cet argent va être dépensé. Et aller dépenser 100 €, qui est un budget très facile à débloquer, pour aller acheter un petit peu de matériel de jardinage ou pour aller acheter quelques planches et quelques clous et un marteau pour fabriquer un nichoir ou un hôtel à insectes, et ben c'est déjà ça. On aura finalement réussi à développer la majorité des compétences que j'ai citées plus haut. On n'a pas besoin d'un budget de 1 500, 5 000 ou 100 millions d'euros. D'accord ? Maintenant, il y a une deuxième façon de comprendre la question, et c'est peut-être dans ce sens-là dont je vais y répondre aussi, c'est d'où vient l'argent. Eh bien, l'argent peut provenir de différentes sources. Dans mon cas, l'argent provient principalement de la subvention des lycées éco-responsables que j'obtiens dans le cadre de l'appel à projet réalisé par la région Île-de-France. Nous, les lycées, on dépend beaucoup financièrement de la région Île-de-France et chaque année, j'obtiens dans mon lycée une subvention d'à peu près 5 000 € pour faire tourner le rucher pédagogique, le potager pédagogique, mettre en place de nouvelles choses. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu installer ce budget participatif. Donc,
Je vais laisser dans quelques instants Lise vous en parler un petit peu peut-être, mais sachez que même si vous n'êtes pas en lycée, il y a d'autres possibilités. Pour les collèges, vous pouvez solliciter le conseil départemental qui peut vous financer. Et pour les écoles primaires ou maternelles, maternelles ou élémentaires, il est possible de solliciter les communes pour obtenir des budgets. Alors, ce ne seront pas forcément d'énormes budgets, mais voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément le montant qui est important. Voilà, je ne sais plus qui avait posé la question. Je ne suis pas certain d'avoir bien répondu. N'hésitez pas à préciser si j'étais à côté. Je pense que vous avez répondu aux 2 questions d'un coup, puisque la prochaine question était justement: d'où vient l'argent? Donc comme D'accord. ça, vous avez déjà répondu et effectivement, je vais compléter rapidement sur le budget. À la région, on propose effectivement un budget, une subvention pour les lycées, éco-responsables. Donc c'est via la démarche des lycées éco-responsables qui en fait est ouvert à tous les lycées qui sont labellisés E3D. Donc ça, la labellisation, c'est une labellisation académique. Et comme le disait Riem tout à l'heure, c'est pas une labellisation, enfin, faut pas vous bloquer par rapport à ça, c'est une labellisation qui est assez simple à obtenir. En réalité, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait une démarche. Donc, à partir du moment où vous avez un comité de pilotage et que vous avez une première impulsion vers un projet, ça vous permettra d'être labellisé niveau 1 et donc ensuite d'accéder à la démarche des lycées éco qui vous permet non seulement d'avoir l'appel à projet, mais aussi un accompagnement technique sur les projets. Et donc, l'appel à projet ouvre au mois d'avril et dure un mois. Vous avez un mois pour candidater et c'est 5 000 € maximum par thématique, sachant que la démarche couvre 5 thématiques. Donc la prévention et la gestion des déchets, l'énergie-climat, l'eau, la biodiversité et l'alimentation santé. Et donc cette année, la subvention était ouverte sur les déchets, l'énergie-climat et la biodiversité. Voilà. Alors, on va regarder peut-être vous avez pardon, allez-y. J'ajoute simplement qu'il Mmh, ne faut pas oublier que tous les établissements scolaires de n'importe quelle taille ont aussi un budget de fonctionnement et que absolument. peut-être que avant de, si ça peut être intéressant d'aller chercher de l'argent auprès des partenaires, des collectivités territoriales, de la commune à la région Île-de-France, mais si ça ne marche pas, ou bien dans un premier temps, vous pouvez aussi peut-être solliciter la direction de vos établissements pour solliciter un budget même modeste dans ce cadre-là. Donc ça peut aussi se faire. Alors, bon, beaucoup d'établissements manquent d'argent, bien entendu, mais peut-être que les directeurs et directrices, principaux, profs principales et proviseurs seront partants et partantes pour vous attribuer un budget dans ce cadre-là. Tout à fait. J'ajouterais même qu'il y a quand même certains projets, qui nécessitent pas, beaucoup de budget et qu'on peut faire beaucoup avec de la récupération, en faisant faire aux élèves et cetera et que donc il y a pas besoin d'avoir un gros budget pour pouvoir commencer à mettre en place des actions. Alors je vous propose de regarder un peu les post-it qu'on a. On a un outil de gouvernance, démocratie participative, ça vous en avez parlé effectivement. Hop, je me permets de les agrandir un peu. Concrétisation des projets. Ça, c'est quelque chose aussi. Est-ce que vous pensez que des élèves peuvent être frustrés justement, de ne pas voir leur projet, se mettre en place finalement? Oui, tout à fait, Lise, c'est un des risques majeurs de ce projet, un des écueils, qui est que si les élèves font l'effort de proposer un projet, voire de l'affiner, de le défendre, de le budgétiser, et que, in fine, ce projet n'est pas mis en place, il peut effectivement y avoir une forme de frustration chez eux. Il me semble donc capital pour tout projet refusé d'apporter une explication particulièrement détaillée et honnête aux élèves en leur expliquant pourquoi ce projet n'a pas été retenu. Alors, si ce projet n'est pas arrivé en tête des votes, bon, bah, l'explication est facile et c'est tout à fait acceptable pour les élèves. Il peut y avoir une légère frustration, mais c'est l'outil démocratique par excellence, le vote. Donc, ma foi, c'est difficile d'aller à son encontre. D'ailleurs, petite suggestion, on peut aussi proposer aux élèves qui portent des projets de faire campagne pour leurs projets, de communiquer d'une manière ou d'une autre, par manière numérique par exemple, pour faire la promotion de leur projet au moment du vote, de tenir des stands, de passer dans les classes. Il y a plein de possibilités. Et tout ça, c'est des outils d'éducation citoyenne par ailleurs pour appréhender des enjeux politiques que sont les campagnes électorales.
Donc, je trouve ça formidable personnellement, mais bon, il faut avoir le temps de le faire. Ensuite, juste, je reviens peut-être sur un point. Lise, parce que vous me tendez la perche là-dessus, au niveau de la phase de recevabilité des projets, il est très important que la direction d'établissement se prononce que sur la recevabilité des projets et non pas sur leur opportunité. Très rapidement, la recevabilité consiste à se poser la question de dire est-ce que le projet est faisable ou non. Exemple, isoler tout le lycée, refaire l'isolation du lycée, pas recevable parce que financièrement, ce n'est pas possible. Installer une toiture végétalisée, pas recevable parce que le toit n'est pas étanche et qu'on risquerait d'avoir des fuites à l'intérieur. Voilà, c'est un exemple. Donc ça, c'est végétaliser telle terrasse, recevable parce que ça rentre dans le budget et que c'est possible. Voilà des exemples de recevabilité, non-recevabilité. Par contre, l'opportunité consisterait à dire, pour la direction d'établissement ou pour moi, par exemple, eh bien, tel projet et tel projet, on peut les faire, mais moi, je préfère tel projet, donc on va écarter le premier. Ça, c'est de l'opportunité, et ça n'a pas du tout sa place dans cette démarche de budget participatif. Il est très important de se prononcer que sur la possibilité de faire rentrer ces projets dans le budget ou pas. Même si on peut avoir des préférences. Une direction d'établissement pourrait préférer que ce soit tel ou tel projet qui soit mis en avant plutôt qu'un autre. Mais il ne faut surtout pas faire ça, c'est très important. Et alors, je rebondis peut-être juste sur le post-it rouge ici, qui est apprentissage à la participation citoyenne. Et au-dessus, démocratie participative et l'outil de gouvernance, c'est quelque chose de très, très intéressant. C'est qu'en fait, finalement, bon, on le verbalise assez peu. Enfin, on dit souvent qu'on cherche à développer l'éducation citoyenne, l'engagement citoyen de nos élèves, mais ce qu'on dit peu, c'est qu'on cherche à les faire tendre vers ce mythe du citoyen idéal, c'est-à-dire un citoyen ou une citoyenne informée, éclairée, raisonnée, capable de défendre son point de vue, capable de changer de point de vue, d'opinion, capable d'argumenter, etc. Et que surtout impliqué dans la vie de la cité. Je parle du mythe du citoyen, bien entendu. Eh bien, sans viser forcément à atteindre ça, on peut envisager que ce genre de projet permette aux élèves de tendre finalement vers ce mythe du citoyen et de développer des compétences relatives à ça en s'engageant davantage. Voilà. Alors, on a une question sur le financement et on nous demande si le CVL et la MDL de l'établissement participent au budget E3D et si oui, à quelle hauteur? Alors, la question, c'est est-ce que le CVL et la MDL apportent de l'argent alors, ou bien est-ce qu'ils apportent leur vote ou leur conseil ou leur… Je pense qu'on parle vraiment d'argent. D'accord. Alors, ok, très bien. A priori, non, pour l'instant. Le CVL et la MDL ne participent pas à ce projet de budget participatif, mais à préciser, je ne leur ai pas demandé. D'accord. Donc, il est tout à fait possible, et je vous remercie de préciser ça, Madame Lippi, que la MDL, qui dispose de ressources financières, puisqu'elle participe notamment au financement d'événements culturels ou bien de voyages scolaires pour les élèves, il est tout à fait envisageable que la MDL participe par l'intermédiaire du CVL au financement de ce budget participatif. Donc, ça peut tout à fait se faire. Ce n'est pas le cas chez moi, mais ça peut tout à fait se faire. Et donc avant ça, on avait aussi une question sur le recyclage des masques, mais on est d'accord qu'à ce jour, c'est pas mis en place dans le lycée. Ça, c'est un des projets qui a été proposé. Tout à fait, ça n'a pas été mis en place encore. Et je n'ai pas encore trouvé de partenaire pour le recyclage des masques, donc je ne peux pas vous répondre malheureusement sur ce sujet. Je pense que peut-être je peux vous orienter. Alors peut-être que Lise, vous avez des idées. Je ne sais pas. Alors, il y a un appel à solutions qui est en cours en ce moment à la région, justement sur cette question du recyclage des masques, mais qui n'est pas encore finalisé. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de solution à proposer, mais en tout cas, il y a des solutions qui sont envisagées justement pour répondre à cette problématique. Il y a Jean-Sébastien qui dit que Triéthique peut être un partenaire, mais que c'est Mais moyennant finance. c'est ça. C'est justement la remarque qui a été faite en amont, c'est qu'il y a effectivement des prestataires privés qui s'en occupent. Mais ça coûte. Alors parfois, certaines communes l'ont pris aussi en main, donc à voir avec les communes qui s'en occupent. Mais effectivement, c'est une des grandes questions
du moment et il n'y a pas forcément de réponse actuellement. Bon, mais ça va, on espère que ça va se mettre en place très vite. Donc voilà, pour Oui. vous répondre, Madame Bullard, les communes, peut-être d'autres collectivités territoriales. Je pense aux communautés d'agglomération qui ont la compétence, il me semble, de la gestion des déchets. Peut-être que certaines ont déjà mis en place des dispositifs, et puis sinon des partenaires comme Triéthique, mais alors il faut regarder le budget. Exactement. Alors, on a une question de l'école Sainte-Geneviève qui demande comment récoltez-vous de l'argent pour le budget participatif? Vous en avez Alors, parlé, mais peut-être rappeler rapidement du coup. Peut-être rappeler rapidement, mais peut-être surtout vulgariser un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure pour que les élèves puissent l'entendre. Donc, je m'adresse aux élèves. Alors, pour pouvoir récolter de l'argent, il y a différentes possibilités. On peut tout d'abord le demander, cet argent, à différentes personnes qui sont de différentes organisations. Vous pouvez demander de l'argent à la mairie, par exemple, à votre échelle. Je ne sais pas dans quelle ville vous vous situez, mais n'hésitez pas à demander de l'argent à la mairie. Vous pouvez demander de l'argent à l'école. Peut-être que votre école dispose d'un directeur, d'une directrice, et en tout cas qui a un conseil d'école, pourra vous donner un petit peu d'argent pour mettre en place vos projets. Euh, et, euh, et voilà, c'est une possibilité. Je ne sais pas si à l'échelle de l'école du niveau primaire, la caisse des écoles est habilitée à financer des projets de cette sorte-là, mais c'est peut-être envisageable. Alors, pardon, je me suis emballé dans mon registre de langue. Peut-être que vous pouvez demander à la caisse des écoles de vous donner de l'argent pour les projets que vous voulez faire, mais je vais vous donner quand même deux conseils pour pouvoir obtenir de l'argent. Le premier, c'est rédiger le projet, la demande la plus précise possible. Si vous arrivez en disant on a besoin d'argent, la première chose qu'on va vous dire, c'est pourquoi faire cet argent. Et du coup, si vous arrivez en disant on a besoin d'argent parce qu'on veut installer dans un coin de la cour un petit potager pour faire pousser nous-mêmes des carottes, c'est beaucoup plus précis et ça donne beaucoup plus envie de vous le donner, cet argent. Donc, c'est mon premier conseil, c'est ça. Mon deuxième conseil, ça va être de montrer que vous avez déjà à l'avance réfléchi à la façon dont va être dépensé cet argent et que vous avez fait ce qu'on appelle une budgétisation, c'est-à-dire que vous savez déjà combien ça va coûter. C'est beaucoup plus facile si vous arrivez en disant on a besoin de tant d'argent plutôt que de dire on a besoin d'argent. Donc voilà mes deux conseils. Arriver en disant on a besoin de tant d'argent et on a besoin de tant d'argent pour faire ça. Là, on a beaucoup plus de chances de vous dire oui. Et ne vous arrêtez pas à un premier refus, d'accord? Insistez, allez demander à quelqu'un d'autre, utilisez toutes les portes d'entrée possibles, écrivez des lettres, envoyez des mails, déplacez-vous et voilà, ça a des chances de passer. Et peut-être un petit rappel, ce que j'avais dit un peu plus tôt, n'ayez pas peur de demander beaucoup d'argent, même si on vous en donne moins, et ben, c'est déjà ça, d'accord? Voilà, j'espère que j'ai répondu aux élèves. Je rebondis juste là-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas, Riem, si vous connaissez ça, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps, alors je crois que ça s'appelle la trousse à idées, qui est du coup une plateforme qui permet aussi d'obtenir des financements pour les projets de développement durable, pour tous les projets scolaires, enfin de tout type d'établissement. Donc ça peut être intéressant aussi de regarder. Tout à fait. J'en ai entendu parler, c'est une bonne idée. La trousse à idées. Et alors, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, mais moi j'aime bien ce petit post-it de confiance mutuelle. Absolument. Alors, bon, on peut rebondir là-dessus en expliquant que, mine de rien, les élèves ont souvent une assez bonne confiance en nous, les personnels enseignants et non enseignants. On a tendance à avoir confiance dans nos élèves. Mais finalement, lancer ce projet de budget participatif, c'est un témoignage et, si j'ose dire, un gage, une preuve de confiance mutuelle, effectivement, puisque en donnant une partie, en enlevant de chez nous une petite partie du pouvoir et en la confiant à nos élèves, on leur prouve qu'on a confiance en eux et dans leur capacité à prendre des décisions. On leur prouve donc qu'on a confiance en eux et ça va, dans l'autre sens, permettre de développer la confiance que les élèves ont en nous en voyant qu'on est capable d'enlever une partie de notre pouvoir pour leur déléguer. On peut donc vraiment parler de mutualisme, hein, de cette confiance. Euh,
Donc, ça me semble effectivement très, très intéressant. Et puis, par ailleurs, vous le savez, en confiant cette partie de responsabilité, de décision, de pouvoir aux élèves, eh ben, on les responsabilise. Ça, c'est quelque chose de formidable. Je pense que tous les enseignants et enseignantes qui expérimentent ça ont pu le constater. À partir du moment où on valorise, où on donne un petit peu de pouvoir à nos élèves, ils s'en saisissent et ils se sentent tout de suite animés d'une mission, de quelque chose qu'ils doivent faire. Et tout de suite, ça les autonomise, ça les responsabilise. Et je trouve ça très, 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 très beau. Et c'est aussi important d'avoir des phases comme ça dans l'enseignement pour que les élèves ne soient pas que passifs et récepteurs d'informations. Merci beaucoup. Alors, si vous avez encore des questions, on a le temps d'en prendre encore une ou deux avant de terminer, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, Riem, si vous avez des réactions par rapport à ce qui est écrit. Je regarde. Peut-être sur l'outil de gouvernance en attendant, c'est vrai que donc, le budget participatif, c'est un outil de gouvernance parmi tant d'autres. On va avoir différentes possibilités dans le comité de pilotage. Le référendum peut en être un. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. C'est un outil parmi tant d'autres qui permet de développer certaines compétences, mais qui ne résout pas tous les problèmes. Voilà, réponse courte parce que je vois que Jean-Sébastien voulait rebondir. Parfait. Allez-y, Jean-Sébastien. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Parfait. Dans mon établissement scolaire, nous, on est dans un établissement privé sous contrat. Et on n'a jamais eu l'idée de demander à la région une aide. On pensait qu'on ne pouvait pas y avoir droit. Mais c'est super hein, si on peut le faire. Nous, c'est les élèves qui se débrouillent pour trouver l'argent. Ils ont créé une association qui s'appelle Regarde. Et en fait, c'est eux-mêmes qui montent des projets. Et pour vous donner un ordre d'idée, ce matin, ils ont organisé une collecte d'argent par l'intermédiaire d'une distribution de roses. Et en fait, les jeunes pouvaient offrir des roses blanches à qui ils voulaient dans l'établissement. Ça pouvait se faire de façon anonyme ou avec un mot qui est agrafé à la rose. Et en fait, on n'était pas certain que ça fonctionne réellement. Et au final, les roses étaient vendues 1 euro, puisqu'on s'est mis en contact avec un fleuriste qui, lui, nous les a fournies à 55 centimes. Et au final, ils vont distribuer 1740 roses. Super. Et en fait, par cet argent, l'association peut lancer des projets qu'elle a déjà budgétisés, en fait. Alors Génial. après, il y a les courses solidaires, il y a plein d'autres actions. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu l'idée d'aller. La direction nous dit souvent qu'elle n'a pas l'argent. Et après, à l'extérieur, on n'a pas souvent les moyens de trouver. Alors on essaye. Pour ne pas avoir à payer pour la collecte de papier, c'est nous qui apportons directement le papier à Triétique. C'est pour ça que je vous ai parlé de Triétique. Et résultat, il ne nous fait pas payer le fait de venir chercher, ce qui coûte à peu près 30 euros par système de collecte. C'est Mais génial effectivement, d'impliquer le aussi fait les de élèves dans ce budgétiser, c'est vrai que c'est important. processus-là de recherche de fonds et Mm. que effectivement, ça leur apprend aussi que tout n'est pas gratuit et que pour mettre en œuvre des projets, il faut aussi trouver l'argent. Donc non, c'est Voilà. c'est une bonne idée. Et ça apprend beaucoup aux jeunes qu'il faut être hyper patient et que tout ne se fait pas au rythme auquel ils voudraient que ça se passe. Super. Avec leur association, ça leur apprend beaucoup. Bon, c'était juste un témoignage pour Eh ben, rebondir. c'est parfait. C'était le témoignage de la fin. C'est très bien pour clôturer. Donc, merci à tous d'avoir été avec nous et puis passez une bonne journée de forum. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.